Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va? Merci à vous tous d'être là. Merci à la Société pour cette invitation. Je n'ai pas l'habitude de parler en français en public. Ça fait quelques années que je ne le pratique plus. Donc, et en plus, je viens d'arriver des États-Unis, donc je suis un petit peu en jet lag. Donc, si par moment le ton baisse et je suis plus compréhensible, n'hésitez pas à me faire des grands signes. Comme je le dis de plus en plus souvent en ce moment, personne n'est parfait. Moi, en l'occurrence, je suis anglais. Par les temps qui courent, c'est vraiment une tare. Je vais commencer en historien par vous ramener un petit peu en arrière dans le temps, il y a à peu près 200 ans, au début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, justement, il y a à peine 200 ans, on ne se sentait pas nostalgique, on l'était. D'ailleurs, c'était un médecin qui en décidait. On avait la nostalgie, communément appelée le mal du pays, tout comme on pouvait être atteint de fièvre, de choléra ou encore de tuberculose. Ainsi, en 1801, le jeune Henri Bey Stendhal, alors dans le nord de l'Italie à la suite des armées napoléoniennes, écrivait dans son journal intime que son médecin lui avait trouvé quelques, et je cite, « symptômes de nostalgie et de mélancolie ». Voici la symptomatologie en détail. Un air triste, mélancolique, dans un regard stupide, les yeux parfois hagards, une figure inanimée, un dégoût général, une indifférence pour tout. Le pouls est faible, lent, parfois fréquent, mais à peine sensible. Un assoupissement assez constant. Pendant le sommeil, quelques expressions échappées avec des sanglots et des larmes, la presque impossibilité de quitter le lit, un silence opiniâtre, le refus des boissons et d'aliments, l'amaigrissement, le marasme, la mort. C'est un certain Philippe Pinel qui parle ainsi, en 1821, dans l'Encyclopédie méthodique. Les traitements allaient de l'utilisation de sangsues à diverses formes d'infusion, le traitement moral, pinélien justement, et un retour immédiat au pays lorsque le prognostic vital était engagé. Les autopsies réalisées sur les victimes de nostalgie révélaient des ulcérations dans le cerveau, les poumons, les intestins, etc. Bref, au début du XIXe siècle, la nostalgie était une pathologie bien définie dont on souffrait et dont on mourait. Alors si vous me permettez maintenant le cliché tautologique par définition, je dirais que 200 ans plus tard, la nostalgie n'est vraiment plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, les psychologues universitaires nous assurent, études quantitatives à l'appui, que voici une émotion bénigne qui soutient notre sentiment de soi et d'appartenance. Il s'agirait d'un sentiment mixte, d'une émotion complexe ou secondaire, à la fois inhérente à l'espèce humaine et déclenchée dans certaines situations sociales. Bien qu'associée à un vague sentiment de tristesse, elle joue un rôle fondamental dans les grandes transitions de nos vies, je cite, « atténuant l'angoisse existentielle et renforçant notre identité, notre meaning in life ». C'est une expression que je retrouve en anglais, je ne sais pas exactement comment on l'a traduit en français, une sorte de raison d'être, de but dans la vie. Et ces propos sont tirés de la recherche volumineuse que produit depuis de nombreuses années maintenant le Nostalgia Group à l'University of Southampton au Royaume-Uni. Vous voyez là sur la gauche les publications juste pour l'année 2019, 2018, on arrive jusqu'au rez-de-chaussée. Au milieu, un des tests de auto-évaluation sur quel niveau de nostalgie, est-ce qu'on est quelqu'un de très nostalgique ou de pas très nostalgique. Pour ceux qui doutent des orientations cognitivistes de ces psychologues, il reste les scans d'IRM montrant, à défaut d'expliquer, l'activation de notre cerveau lorsque nous sommes portés à être nostalgiques par une photo sépia, une musique rétro ou encore la fameuse Madeleine de Proust. Donc là, vous avez un exemple d'une étude qui montre, grosso modo, si je comprends bien, que l'activité cérébrale de l'hippocampe est activée quand on est mis en face d'images censées éliciter la nostalgie. L'argument de l'article est que non seulement ça active la nostalgie, mais aussi le reward system, le système de récompense du cerveau, et que donc c'est ça qui active l'utilité de la nostalgie comme émotion bénigne. Je vais revenir par la suite sur l'histoire méconnue de la nostalgie mortelle. Pour l'instant, je voudrais m'attarder sur l'enjeu qui sépare ma démarche d'historien en sciences sociales de celle de mes collègues psychologues et neuroscientifiques. Nos présupposés sont diamétralement opposés. D'un côté, l'émotion est un objet historiquement spécifique et, comme nous le verrons,
socialement construit. De l'autre, il est câblé en nous par nature, préalablement à toute opération cognitive. Nous sommes là confrontés à une opposition structurale du champ d'étude des émotions, relative d'un côté, universelle de l'autre. Et la question qui se pose pour moi est: que peut une approche socio-historique sur le sujet des émotions? À quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle apporte au débat qui nous concerne tous ici? Je voudrais essayer de répondre à ces questions en retraçant d'abord la généalogie d'un dialogue manqué sur ce sujet, par-delà le fossé qui sépare les deux cultures, celle des scientifiques et celle des humanistes, des sciences sociales. Je reprendrai ici les problématiques auxquelles nous nous sommes confrontés avec mes collègues Hervé Mazurel et Quentin Delurmoz dans le numéro 5 de la revue Sensibilité, controverse sur l'émotion, que nous animons depuis 3 ans avec Clémentine Vidal-Naquet et Anouche Kuntz, aux éditions Anamosa. C'est une jeune revue qui en est encore à ses débuts. C'est la 3e année. Le prochain numéro sort dans 2 semaines. Si vous voulez en acheter, ça nous aide, ça nous fait plaisir. Ça lui permet de survivre aussi. Et je remercie au passage je vous remercie, Fabienne, pardon, et je suis désolé, j'ai oublié votre prénom, et Pierre, d'avoir pu nous donner une vitrine pour cette revue ces derniers mois. Dans un second temps, j'essaierai d'esquisser ce que peut apporter, je pense, une approche historique des émotions, tout particulièrement en me recentrant sur mes propres travaux sur la nostalgie. Depuis le début du XIXe siècle, et malgré des changements importants à l'heure actuelle auxquels je reviendrai, l'étude psychologique des émotions tend à prendre celles-ci pour des phénomènes biologiques, évolutifs et universels. Cette tradition puise ses racines dans l'œuvre pionnière de Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, publié en 1872 la première version anglaise. Ce texte est ambigu et se porte à des lectures radicalement différentes quant au sens même de l'émotion. Et je me suis un petit peu amusé dans notre numéro à reprendre, c'est la page au milieu là en haut, reprendre le texte de Darwin et montrer comment il pouvait être lu de façon très différente. D'un côté, une lecture très relativiste, culturaliste d'une anthropologue comme Margaret Mead dans les années 50, et de l'autre côté, une lecture de psychologue de Paul Ekman, beaucoup plus universaliste. Le même texte porte dans des directions très différentes. Le protocole de recherche de Darwin est repris dans les années 1960 par le psychologue Paul Ekman et ses associés, qui se servent de la reconnaissance des expressions d'émotions à partir de clichés pour prouver l'existence d'émotions de base ou émotions primaires fondamentales. Celles-ci, le nombre varie, mais en général, on est d'accord pour en retrouver 6, la surprise, la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût, seraient programmées génétiquement et câblées, hardwired, au système neurovégétatif, donc activées in fine par des processus organiques. En d'autres termes, elles existent et agissent indépendamment de structures socio-historiques, de cadres culturels et de grilles discursives. Malgré des problèmes méthodologiques conséquents et des résultats souvent douteux, sans parler d'un tropisme occidalocentrique, la théorie des émotions de base a atteint un statut paradigmatique dans la recherche scientifique sur les émotions et est devenue monnaie courante à travers la société. Il suffit de penser à des investissements colossaux dans des programmes de reconnaissance de tics faciaux, de micro-expressions faciales qui existent dans les aéroports américains et qui sont censés individuer des potentiels terroristes. Évidemment, on n'a pas des données sur les résultats de ce genre d'expérimentation. La seule étude que j'ai pu trouver là-dessus indique que dans 52% des cas, la procédure est capable d'identifier quelqu'un qui pourrait être potentiellement dangereux. Donc 1 sur 2, pile ou face. Il y a aussi bien sûr des films, plus en général dans la société, qui reproduisent ce modèle. Le film de Pixar, Vice Versa, par exemple, en est une bonne représentation ludique. Derrière l'idée des émotions de base, il y a la notion d'affect, théorisée par un autre psychologue, Sylvan Tompkins, comme étant un mécanisme de motivation évolutive qui préexiste aux émotions et opère en dessous du seuil de la conscience, de façon autonomique.
Il s'agit là en partie d'un renvoi à la fameuse théorie de James Lange qui postulait la primauté du stimulus physiologique sur l'opération cognitive. En bref, nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes, mais nous nous sentons tristes parce que nous sommes portés à pleurer. Tompkins s'opposait ainsi à la psychologie cognitive qui opposait au modèle du stimulus-réponse, celui de l'appraisal, pour faire des émotions le résultat d'opérations cognitives, de perception et d'évaluation. Ce modèle cognitiviste renvoyait quant à lui en partie à Aristote pour qui les émotions étaient des catégories de rhétorique. Il pointait surtout vers la remise en question du partage, ô combien central à la pensée occidentale, entre raison et émotion. Nous y reviendrons. À partir des années 90, l'arrivée des neurosciences promet de remettre tout ça à plat, en ouvrant une fenêtre sur le cerveau, ou tout du moins sur l'activité neuronale telle qu'elle peut être mesurée par le taux d'oxygène dans les vaisseaux sanguins du cerveau, grâce à l'IRM fonctionnel. Nébuleuse en croissance constante, aussi exponentielle que le sont ses financements, si je puis dire, les neurosciences affectives s'orientent dans un premier temps vers la localisation cérébrale, notamment dans le sous-cortex, l'amygdale, siège de la peur, le cortex préfrontal, les marqueurs somatiques de Damasio, ou encore le cortex prémoteur, les neurones miroirs identifiés pour la première fois par Giacomo Rizzolatti, et responsables, selon certains, de notre capacité à l'empathie. Les résultats discordants et immédiatement remis en cause par la prolifération des études ont mis à mal le rêve d'une localisation fonctionnelle des émotions dans le cerveau. Un détour, là c'est l'historien en moi, le détour par l'histoire de la phrénologie aurait pu peut-être nous épargner quelques dollars. Orientant chercheurs et chercheuses vers l'activation de réseaux plutôt que de régions dans un cerveau désormais vu comme étant plastique plutôt que figé. Il n'en reste que les neurosciences bénéficient aujourd'hui d'un prestige triomphant, mesurable autant dans le lexique épistémologique utilisé. On voit partout, les neurosciences montrent que, les avancées des neurosciences confirment que dans la prolifération de leurs usages à travers l'espace social, de la politique au droit, de l'éducation au marketing, en passant par les sciences humaines, qui ont succombé au charme très peu discret de l'imagerie cérébrale. Il faut l'avouer, en face de ce discours naturalisant et universaliste, les sciences sociales peinent à se faire entendre. Elles ont une grande part de responsabilité dans ceci. Pendant longtemps, elles ne se sont tout simplement pas occupées des émotions, les reléguant à l'irrationnel, au primitif, qui ne relève pas de la culture et donc de leur domaine de compétences. Pourtant, depuis les années 1980, anthropologues, sociologues et historiens ne cessent de, eux aussi, montrer le caractère historiquement et socialement construit des émotions, ainsi que la variété des pratiques et des régimes sensoriels qui les commandent. Les ethnographes sont sans doute les pionniers ici. Et ils sont sans doute aussi allés le plus loin dans le sens du relativisme culturel, montrant toute la diversité des cultures affectives dès que l'on s'éloigne du prisme occidental. Et allant jusqu'à faire de l'émotion une construction linguistique variable, un effet de discours normatif et surtout genré, avec Lila Abou-Lugod et Catherine Lutz. Selon Lutz, nos émotions ne seraient pas pré-culturelles, mais prééminemment culturelles. C'est un néologisme, en anglais on dit preeminently cultural. En décentrant le regard, les travaux des ethnographes invalident tout simplement l'hypothèse des émotions de base, montrant toute la naïveté scientifique de la démarche d'Ekman. On pourrait montrer ici, par exemple, cette image célèbre de cette jeune fille, pour qui, je pense, la plupart d'entre nous pourraient penser qu'elle exprime de la surprise ou de la peur. En fait, elle exprime de la colère. Donc je pense que c'est un exemple assez concret de comment différentes situations, différents contextes socioculturels peuvent exprimer l'émotion différemment. On pourrait penser aux travaux, encore une fois, de Lutz sur les Ifaliques dans le Pacifique, qui ont des émotions tout à fait spécifiques à leur société, le fago notamment, le fait le désir triste, qui est un bon désir social, plein d'autres exemples que les anthropologues ont mis à la lumière du jour. Plus important encore, ces anthropologues remettent en cause le dualisme tenace entre raison et émotion. Dans bien des cultures, ce repère fondamental de la pensée occidentale ne tient simplement pas
il n'existe tout simplement pas. En revanche, ce que l'on retrouve partout, il semblerait, sont différentes émotions responsables de la régulation de notre vie affective et en relations sociales. D'où l'hypothèse séduisante que la raison de l'Occident ne serait en fait qu'une émotion à qui nous avons attribué, au fil des siècles, un statut à part, d'Aristote et Saint-Augustin à Descartes et aux Lumières. Et en particulier depuis que l'intérêt est devenu une forme de manifestation bénigne et non plus un péché avec la montée du capitalisme et la sécularisation des sociétés européennes à l'époque moderne. C'est à ce moment-là que la raison devient définitivement quelque chose de séparé des émotions. Plus près de chez nous, de l'actualité, les sociologues qui étudient les différentes façons dont les émotions s'imbriquent dans des relations de pouvoir, le travail émotionnel théorisé par Harley Hochschild, des hôtesses de l'air par exemple, qui s'entraînent à ressentir certaines émotions en service. Pas juste à faire semblant, même quand le passager sur l'avion est horrible et on a envie de le mettre dehors, mais vraiment à ressentir de l'empathie et à aimer cette personne. La manipulation de nos affects par les logiques marchandes du capital, Eva Illouz par exemple, ou la puissance des affects dans les mobilisations politiques et les mouvements de masse. Tardivement, les historiens se sont aussi joints à l'affaire, soulignant l'historicité des émotions, de la notion même d'émotion inventée au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, dans le même mouvement de sécularisation des passions dont je parlais avant. Et en particulier dans le contexte de soulèvement populaire, on parle des émotions du peuple en colère. Je reviendrai évidemment à cette démarche historique tout à l'heure. Face à ce champ d'études divisé en deux, il faut bien l'avouer, le dialogue paraît difficile. L'incompréhension, la surdité, la méfiance dominent des deux côtés. Je parle de ma propre expérience en partie. Je fais partie d'un labo mixte de neurosciences et sciences sociales à Columbia, à New York. Et disons que voilà, ça ne marche pas toujours très bien. On préfère s'ignorer plutôt que d'essayer de prendre langue avec la discipline étrangère. Il y a bien entendu des facteurs structurels à ceci et qui nous maintiennent dans nos silos disciplinaires. Il y a des raisons pour que ceci se perpétue. De sorte que certaines antinomies semblent figées à tout jamais. Nature versus culture, raison versus émotion, processus physiologique versus expérience cognitive versus expression communicative, émotion comme relevant fondamentalement de l'individu, du fort intérieur ou du collectif, comme étant socialisé par défaut, etc. etc. Et pourtant, des passerelles se profilent bien aujourd'hui, de part et d'autre du fossé. Du côté des sciences naturelles, on parle désormais couramment de plasticité cérébrale, d'un cerveau bayésien, c'est-à-dire d'un cerveau à évolution constante, prédictif plutôt que prescriptif, porté à établir des inférences sur la base d'expériences accumulées, et donc situé dans un temps social, pas juste un temps biologique évolutif. En psychologie, nous assistons à un tournant constructif, peut-être décisif, qui se ferait un chemin, malgré de fortes résistances, vers une théorie des émotions construite. Nous avons voulu donner la place, dans le numéro de sensibilité, à ce moment, en publiant pour la première fois en français un article de Lisa Feldman Barrett sur les émotions comme étant socialement situées. Sur la base de données empiriques, Barrett et autres insistent sur le fait que notre cerveau n'agit pas de façon prescriptive, mais qu'il réagit constamment au stimulus de l'interoception, l'évaluation de nos états internes, organiques, ainsi que de ceux du langage dans la captation et la conception de nos états émotifs. Ce formatage ouvert, si l'on veut, pas fermé, se fait dès la naissance et de façon souvent très différente d'une culture à l'autre. Le langage et les concepts sont donc fondamentaux au processus même par lesquels le cerveau fonctionne, participant à ce que Barrett appelle une co-construction des émotions entre individus, c'est-à-dire une redéfinition constante et interactive de notre vie affective en fonction de la possibilité même d'une synchronisation entre inférence et expérience. C'est un jeu constant. Ce changement de cap dans la psychologie des émotions qui tourne le dos au réductionnisme naturaliste est significatif. Je pense qu'il faut le saisir. Il me semble qu'il s'inscrit dans le tournant plus général
et encore hésitant, de l'épigénétique, soit de l'étude des facteurs environnementaux qui peuvent influer sur l'expression des gènes, sans changer la séquence de l'ADN d'une génération à l'autre. Par exemple, les effets retardés du trauma ou de la malnutrition. On en est encore au stade des hypothèses et de quelques travaux prometteurs. On est loin de connaissances testées, on va dire, là-dessus. Mais ce qui m'intéresse surtout est le présupposé de base de ces démarches, soit qu'il faut dépasser l'antinomie entre nature et culture et penser l'individu dans son environnement socio-historique. D'ailleurs, de plus en plus de scientifiques invitent les sciences sociales à s'ouvrir à ces nouvelles perspectives constructivistes. C'est en effet très tentant, car il y a là une vraie convergence. J'oserais dire que ces nouvelles perspectives sont étrangement familières, avec toute l'ambiguïté que le concept freudien porte, concept éminemment affectif par ailleurs. Car il ne faudrait pas que ce soit là un cheval de Troie. Non pas par esprit de clocher et volonté de se répartir les domaines de recherche, mais parce que les sciences sociales ont aussi leur mot à dire quant à l'étude des émotions par-delà les fossés d'antan. Dans les années 1970, le critique littéraire marxisant Raymond Williams parlait de structure du sentiment, structures of feeling, pour saisir la part affective et évanescence, il parlait de solution, dans les changements socio-historiques que l'on pouvait enregistrer à travers les romans, par exemple. Il décrivait ces structures comme étant, je cite, la pensée comme ressenti et le sentiment comme pensée. Il pensait déjà au-delà de la barrière. 10 ans plus tard, Norbert Elias, dont nous publions un inédit dans le numéro, reprenait son travail de jeunesse sur le processus de civilisation et la retenue émotive devant le congrès annuel de l'ISRE, l'International Society for Research on Emotion. Dans ce qui est en quelque sorte son testament intellectuel, il met les émotions au cœur d'une science de l'homme résolument unitaire et processuelle. Il articule l'hypothèse, à ce stade il en était vraiment que à une hypothèse, selon laquelle l'espèce humaine serait le fruit d'une percée évolutive faisant que l'acquis vient à prédominer sur l'inné. La percée est dans le fait que l'acquis finit par prédominer sur l'inné, dans la mesure où l'humanité serait prédisposée à l'apprentissage social et en dépend pour sa survie. Nos émotions et leur retenue adviennent de ce besoin fonctionnel pour soutenir la vie et l'apprentissage socialisé, par exemple l'amour, la peur. Si pour Aristote c'était le langage et donc la raison qui faisait la spécificité de l'homme, pour Elias c'est au contraire l'émotion qui montrerait que nous sommes, par nature, je cite, constitués à vivre en société. On retrouve le même souci de dépasser l'opposition entre raison et émotion chez une philosophe comme Martha Nussbaum, qui combine psychologie cognitive et héritage néo-stoïcien pour placer les émotions au cœur de notre relation réfléchie et surtout d'une éthique face à l'autre. De même, chez l'historien des émotions William Reddy, qui allie sensibilité ethnologique, connaissance de processus cognitifs et philosophie des actes de langage de John Austin pour théoriser des gestes et des énoncés émotionnels comme étant des émotifs, emotives en anglais. Ces émotifs sont à la fois constatatifs, je sais pas. Ils décrivent une réalité sensible, mais ils sont aussi performatifs. Ils modifient l'état émotif de l'interlocuteur ainsi que celui du locuteur, intensifiant, modérant, déplaçant, modifiant les sentiments. En d'autres mots, l'émotif qualifie un état émotionnel, influe sur l'interaction en cours et altère l'état subjectif de l'individu. On parlera désormais de pratique émotive. C'est un des sujets sur lesquels les historiens, moi-même, travaillent le plus en ce moment dans ce nouveau champ d'histoire des émotions. Enfin, il me semble que l'hypothèse d'émotion située de la psychologie constructiviste et constamment co-construite entre acteurs sociaux trouve un puissant écho, ainsi qu'une théorisation bien plus développée dans la sociologie bourdieusienne. Si le cerveau bricoleur de Barrett nous est étrangement familier, c'est qu'il y a bel et bien un écho d'habitus dans tout ça, une tentative scientifique d'enjamber subjectivité et objectivité.
Là aussi, il faut se tourner plutôt vers le dernier Bourdieu, celui des méditations pascaliennes, pour y voir la part croissante que le sociologue réservait au psychologique dans la construction de l'homme social, et notamment de son habitus clivé, son habitus partagé, divisé. Il faudrait ensuite s'orienter vers les travaux de Bernard Lahire sur les plis singuliers du social, les multiples socialisations et dispositions discordantes qui habitent et surdéterminent l'homme pluriel. Au passage, il me semble que ceci rouvrirait en quelque sorte la porte à la psychanalyse, non pas dans sa version réductrice psychobiographique, la psychohistoire des années 70 par exemple, qui s'est cassé la figure à juste titre, mais pour ne pas oublier les profondeurs de la psyché au profit d'une phénoménologie de la surface du cerveau, et être à l'écoute des voix et des temporalités discordantes qui opèrent en dessous du seuil de la conscience. Dans tout ceci, les sciences sociales n'ont pas à rougir de leur procédé méthodologique qualitatif et de leur méfiance d'une épistémologie simpliste du vrai et du faux. Au contraire, elles doivent porter fièrement la bannière d'une démarche critique et herméneutique où l'explication scientifique, l'Erklären des émotions, est complétée et complexifiée et questionnée par l'interprétation de leur sens, leur Verstehen. En somme, le moment est propice. Les sciences naturelles s'orientent vers les sciences sociales, mais le dialogue et l'apport méthodologique, épistémologique, sinon, hélas, financier, doit aller dans les deux sens. Donc, je vais continuer et m'orienter vers une conclusion en allant un petit peu plus dans le concret. En vous montrant quel peut être l'apport, ou tout du moins une partie de l'apport, de l'histoire à l'étude des émotions, en reprenant mes thématiques de mes propres travaux d'historien. Revenons-en donc, si vous le voulez bien, à l'histoire de la nostalgie d'il y a 200 ans. Voici ce que mourir de nostalgie veut dire au XIXe siècle. Dans cette gravure intitulée « Le mal du pays », le peintre militaire Hippolyte Bélanger saisit bien le pathos du sujet, dans une tradition inspirée de la peinture sentimentale greuzienne. Il s'agit clairement d'une scène de mort, dont on devine l'aboutissement dans la consomption symbolisée par la poitrine squelettique du phthisique, c'est un poitrinaire. De même, l'expression mélancolique du malade et la présence du chien à ses côtés laissent peu de doute quant à l'origine émotionnelle du mal. Il s'agit aussi incontestablement d'une maladie de soldat et d'un mal du pays lié à un déplacement dans l'espace, par exemple dans un pays lointain, plutôt que dans le temps, comme nous pourrions penser aujourd'hui, la nostalgie comme étant quelque chose qui a à voir avec le temps, plutôt que l'espace. Les mâles de voyage ainsi que la casquette d'Afrique que porte ce soldat nous permettent de situer la scène en Algérie au début de la conquête française, par ailleurs laborieuse et très incertaine en 1832. Pour le patient, c'est la deuxième année de la conquête à ce moment-là. Pour le patient, ce déplacement est vécu comme une forme d'exil, comme en témoigne la lettre qu'il tient dans sa main et qui pointe impitoyablement vers la figure métonymique du foyer lointain, symbolisé par le compagnon fidèle de l'homme, le chien. Un épagnol breton, qui plus est, ce qui porte à croire que Bélanger connaissait la prétendue prédisposition des Bretons, ainsi que de toute autre population rurale et montagneuse, telle les Suisses, à la nostalgie, à souffrir de nostalgie dès qu'ils s'éloignaient de chez eux. Balzac parlait de nostalgie bretonne dans ses romans, tout comme le faisaient volontiers les préfets, pour se justifier de ne pas atteindre les quotas de soldats envoyés pour la conscription. Ah non, mais ils sont tous nostalgiques, on ne peut pas les envoyer. Or, le stéréotype médical cache bien une réalité quant aux causes du mal. C'est un sentiment d'aliénation, d'être coupé de soi et de son pays, le lieu et la communauté, qui hante le nostalgique. Comme le souligne Bélanger, à la fois en réduisant le patient à un numéro, 134, et en contrastant les silhouettes anonymes en arrière-plan avec la figure de la bonne sœur, une présence maternelle incongrue, rassurante, qui seule peut toucher le malade, une présence féminine qui seule peut toucher le malade dans cet univers de plus en plus masculin et hétéronormatif qu'est l'armée.
Comme le soulignaient déjà les officiers de santé de l'époque napoléonienne, il y avait d'étranges ressemblances entre le désespoir du soldat nostalgique et les pleurs du nourrisson arraché au sein de sa mère ou de sa nourrice. Il ne s'agit pas là de précurseurs freudiens, ni de pionniers méconnus du trauma, une notion qui ne verra le jour que 50 ans plus tard, à la fin du XIXe siècle. Cette nostalgie est au contraire l'expression d'une sensibilité particulière, ancrée dans la philosophie sensualiste et la culture sentimentale de l'époque, et qui privilégie la figure du soldat sensible à celle du guerrier macho que nous pouvons connaître aujourd'hui. Même le général Bugeaud, qui n'a rien du tendre et qui s'illustre en Algérie pour des massacres de civils indigènes, insiste sur les ménagements paternels de ces hommes pour les épargner de la nostalgie. Voici ce dont a besoin ce soldat. Un certificat médical attestant qu'il est atteint de nostalgie et doit être renvoyé au pays en congé pendant 3 mois, qui est une mesure systématique dans l'armée française de fin XVIIIe siècle jusqu'au fin XIXe, à peu près la veille de la Première Guerre mondiale. Même à l'époque de la terreur, même alors que les Prussiens sont aux portes de Paris, si le soldat est atteint de nostalgie, il rentre chez lui. Il peut perdre une jambe, un bras, peu importe, mais s'il souffre de nostalgie, il doit rentrer chez lui. Voici ce que risque d'arriver à ce soldat si jamais il ne devait pas être relâché par l'armée. Un certificat de mort individuel, comme ici en bas, décédé aujourd'hui par suite de nostalgie, voire une épidémie d'affection nostalgique, comme celle-ci à Oran en 1839, où 39 soldats sont morts dans l'espace de quelques jours de nostalgie. Vous verrez les origines toutes rurales, montagneuses de ces soldats. La même ville renverra en France à peu près 350 soldats par an dans les années successives pour éviter justement d'autres épidémies de la sorte. Les Français n'étaient alors ni les premiers ni les seuls à souffrir de nostalgie. N'en déplaise aux spécialistes d'Homère et aux amateurs des émotions de base, l'homme ne connaît la nostalgie que depuis peu de temps, très exactement depuis le 22 juin 1688, quand un jeune Mulhousien, étudiant en médecine à Bâle, soutient une thèse aventureuse sur un sujet inédit, Nostalgia oder Heimweh, la nostalgie ou le mal du pays. L'auteur, un certain Johannes Hofer, que vous voyez ici plus tard dans sa vie, il va devenir le maire le plus durable de la ville de Mulhouse, plus tard dans le XVIIIe siècle. Pardon. Il n'a rien de l'enfant prodige. Ce qui lui tient à cœur, c'est de définir, pour pouvoir guérir, un état dépressif grave dans lequel versent les soldats suisses en poste à l'étranger, et notamment ceux qui viennent défendre sa ville de Mulhouse lors des guerres de religion, et qui souffrent lorsqu'ils entendent les cloches des vaches ou les chants qui leur rappellent leur pays. Une image qui deviendra légendaire au XVIIIe siècle, Laurence des vaches, dont parlera Rousseau, Senancour et maintes romantiques. Hofer calque la nostalgie en grande partie sur les écrits sur la mélancolie. Il semble connaître sans doute de seconde main les travaux de Thomas Wallace et la physiologie corpusculaire cartésienne, qui met alors à mal la médecine des humeurs. Il définit la nostalgie comme étant un symptôme d'une imagination endommagée, la tristesse, le tristem animum, causé par le désir ardent de revoir son pays. On retrouve bien là l'axe spatial, c'est quelque chose qui se définit dans l'espace. La faculté psychique impliquée n'est pas la mémoire, comme on pourrait l'imaginer, mais l'imagination. Pendant le XVIIIe siècle, la nostalgie est considérée comme une Schweizerkrankheit, une maladie des Suisses. Vous voyez là l'image classique du Suisse, du garde suisse qui souffre de nostalgie. Pendant les guerres napoléoniennes et tout au long du XIXe siècle, on trouvera des cas dans les armées françaises, bien sûr, mais aussi russes, prussiennes, piédemontaises, égyptiennes, ainsi que parmi les soldats de l'Union pendant la guerre civile américaine. Vous voyez ici une représentation d'un soldat américain, donc en 1860, qui souffre de nostalgie. On retrouve le même topo, le même geste du mélancolique, la lettre, la famille lointaine. On voit bien qu'il y a une filiation dans tout ça. Dans les Caraïbes et les États esclavagistes du sud des États-Unis, le même mal portait les esclaves à se laisser mourir ou à se suicider brutalement, comme on le voit ici à gauche, portant
en l'occurrence à la formulation d'une pathologie raciale et très raciste distincte, la drapétomanie. Pendant la colonisation de l'Algérie, le mal décimera des colons français partis s'établir dans ces terres de frontières, portant les contemporains à se plaindre de cette nostalgie africaine qui devient ainsi le mal le plus français et le signe d'une décadence, d'une incapacité à se créer un empire à l'image de celui britannique. Là, vous avez le cas d'une colon femme atteinte de nostalgie et qui doit être rapatriée en France. Donc c'est plus que les soldats, c'est aussi les civils. Évidemment, ce qu'on a là aussi, c'est un écho, enfin plutôt un prélude de la nostalgie de l'Algérie post-coloniale. On trouve le jeu de miroir dans le dernier roman non terminé de Camus, le Premier Homme, qui juxtapose l'expérience des premiers colons du XIXe siècle et celui des rapatriés lors de la décolonisation. Nombreux sont les civils en France et dans les colonies qui finiront sur les rapports de la police sanitaire et les statistiques de la morgue, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que dans les registres des hôpitaux psychiatriques, mais en moindre mesure, car suite à Pinel, les aliénistes se désintéresseront assez vite de la nostalgie pour des raisons assez pratiques. Le protocole thérapeutique comporte de renvoyer le patient chez lui plutôt que de l'interner en asile. Et d'ailleurs, la monomanie est de toute façon ce qui intéresse le plus au XIXe siècle, pour différentes raisons. Témoignant l'ampleur du mal, quelques 70 étudiants en médecine soutiendront leur thèse de médecine sur la nostalgie tout au long du XIXe siècle, ce qui en fait la deuxième pathologie psychologique la plus psychiatrique, la plus étudiée au XIXe siècle suite à l'hystérie, en nombre brut. Bien plus importante que la monomanie, par exemple, que vous pouvez voir ici, comparable par son moment d'intérêt, peut-être à la neurasthénie, plus tard au XIXe siècle, début du XXe siècle. C'est une époque où il y a 4-5 fois plus d'étudiants, donc les nombres évidemment sont pas comparables. Je voudrais maintenant rassurer tous ceux qui commencent à se demander ce qui risque de leur arriver la prochaine fois qu'ils devaient se sentir un petit peu nostalgiques à la vue d'un vieil album photo en noir et blanc, où moi, chaque fois que j'arrive à Paris, comme ce matin, et que je prends l'RER et que je passe devant le Sacré-Cœur et que je me rappelle passer chez moi. Ne vous inquiétez pas, rappelez-vous, la nostalgie aujourd'hui est tout à fait bénigne. En fait, personne ne meurt de nostalgie, semble-t-il, depuis plus d'un siècle. L'armée française enregistre son dernier cas officiel de mort par nostalgie en 1884. 4 ans plus tard, les lecteurs du New York Times peuvent se rassurer en lisant d'un cas absolument exceptionnel de cette maladie presque inconnue chez les Américains. Mais que s'est-il passé ? Comment expliquer que l'on va d'une maladie à quelque chose de bénin, quelque chose qui est associé à l'espace, un déplacement dans l'espace, à quelque chose qui devient un déplacement dans le temps, quelque chose qui est rattaché à une notion de perte d'une authenticité, les Suisses meurent parce qu'ils perdent leurs racines, leur authenticité, à un sentiment qui pour nous est associé entièrement à un ersatz, à de l'inauthentique, au faux, au commercial presque. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer. L'explication doit porter à plusieurs niveaux. Il y a évidemment des changements, des basculements dans les connaissances médicales. Fin 19e siècle, la bactériologie, l'arrivée du trauma, balaie en quelque sorte l'espace épistémique dans lequel existait la nostalgie. C'est tout simplement plus une problématique qu'on se pose à partir de la fin du 19e siècle, ou en tout cas dans les mêmes termes. Il y a aussi évidemment des phénomènes plus diffus, plus difficiles à cerner, de diffusion culturelle. La nostalgie devient en quelque sorte un signifiant flottant, comme peut l'être devenu le trauma aujourd'hui pour nous, dont se détournent progressivement les médecins, au fur et à mesure qu'il est approprié par des poètes, des écrivains, des romantiques qui le réutilisent un petit peu de toutes sortes de façons, surtout au milieu du XIXe siècle. Ces ruptures épistémologiques sont pourtant longues, elles durent longtemps. Et je voudrais vous le montrer rapidement, juste en vous donnant une idée de la fréquence avec laquelle le terme commence à être utilisé. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle,
que l'on retrouve une augmentation exponentielle de l'utilisation du mot de nostalgie. C'est-à-dire que c'est qu'à ce moment-là que le mot rentre dans le lexique courant. Jusque-là, c'est un terme qui reste très spécifique au discours médical. Et donc, on ne peut pas dire, par exemple, que c'est avec le romantisme que la nostalgie devient bénigne. Il faut en tout cas attendre 100 ans. La rupture dure longtemps, j'ai envie de dire. Il y a une hypothèse séduisante, moi je la trouve très séduisante. La transformation de la nostalgie serait symptomatique de notre adaptation épigénétique à la société moderne. Tout d'abord, en ces ruptures et ces bouleversements douloureux. Ensuite, par notre habituation à vivre ainsi et l'intériorisation du déplacement. C'est une hypothèse qu'avait émise, en d'autres termes évidemment, déjà Jean Starobinski dans les années 60, dans un article pionnier sur l'histoire de la nostalgie, où il disait que la psychanalyse, en fait, qui bizarrement ne s'occupe pas de vraiment, enfin pas beaucoup en tout cas, il y a des exceptions évidemment, de nostalgie. Freud, à mon sens, n'en parle jamais, par exemple. Et pourtant, pour quelqu'un qui était très intéressé par l'étymologie, ne pas voir la connexion entre Heimweh et Unheimlich, il fallait le faire. Mais en tout cas, la psychanalyse ne serait qu'une intériorisation de cette problématique de la nostalgie, du déplacement. Le déplacement dans l'espace devient un déplacement dans soi, un décalage par rapport au soi. Tout ceci est très suggestif, mais il ne faudrait pas en faire une explication réductive. Ah, c'est l'épigénétique. Voilà, ça suffit. Par ailleurs, aussi improuvable qu'irréfutable, et que cela masque le détail des processus historiques qui ont porté cette mutation de la nostalgie. Il faut aussi pouvoir focaliser étroitement, en micro-historien. Je vais terminer du coup en focalisant sur l'Algérie et les autres colonies françaises, ainsi que britanniques par ailleurs, où cette transformation s'esquisse dès le milieu du XIXe siècle, dans les débats sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds et la dégénérescence des races de l'époque, les théories raciales de l'époque. Dans un premier temps, ces théories ont tendance à éclipser la nostalgie, à l'invalider, comme le phlogiston, on pourrait dire, substituant aux vertus du pays natal celles bien plus scientifiques, bien plus concrètes du climat natal. Maintenant, c'est le climat, c'est scientifique. Or, c'est justement la crainte d'une créolisation devenue synonyme de dégénérescence raciale qui pousse à une revalorisation de l'attachement au pays. Désormais point d'ancrage et d'une identité française à préserver coûte que coûte, loin de la métropole. Sinon, on va faire la fin des mangeurs de lotus dans l'Odyssée, dans les termes de l'époque. Dès lors, la nostalgie apparaît comme un sentiment bienvenu à cultiver chez les colons qui devront retrouver dans les colonies un habitat leur rappelant celui du pays, avec sa mairie, son kiosque à musique, ses noms de rues familiers, etc. Bref, une reproduction, un facsimilé de l'origine, de l'authentique originel dans les colonies. Paradoxalement, on en arrive ainsi à célébrer les qualités colonisatrices des Bretons. Jusque-là, les pires colonisateurs possibles, à cause de la nostalgie, tout d'un coup, ils deviennent les meilleurs colonisateurs possibles. Et d'autres populations rurales, précisément en vertu de leur esprit de clocher, désormais gage d'un enracinement abouti dans ces nouvelles France d'outre-mer, où ils ne seront pas des déracinés, mais des réenracinés. Ils sauront se réenraciner. On voit bien cette dynamique dans Les Enfants de Marcel, le roman pédagogique d'Auguste Fouillé, Giordano Bruno, qui fait suite à son tour de France par deux enfants de 1870. Vous êtes sans doute au courant de cette Bible, ce petit livre rouge de la Troisième République, où les héros trouvent enfin leur pays, une ferme baptisée Petite Alsace, dans la province de Constantine, suite évidemment à la guerre franco-prussienne et la perte de l'Alsace-Lorraine. Suprême ironie, ces villages authentiques français, peuplés de bons paysans censés reproduire les mœurs de la vieille France, sont financés par des compagnies privées cotées à la Bourse de Paris et aux investissements multinationaux qui se révèlent souvent être très frauduleux. Un exemple remarquable de comment l'abstraction financière typique de la modernité se retrouve à promouvoir, à régénérer le concret familier d'un sentiment prétendument ancestral et qui deviendra de la sorte biologique, inné à l'homme.
Notre nostalgie bénigne est née de ceci aussi, d'un discours scientifique et raciste et de la façon dont la modernité capitaliste récapitule constamment nos origines, réinvente constamment nos origines. Pensez au cycle de la mode ou à la façon dont vous pouvez retrouver des produits bio ou reflets de France dans les hypermarchés. Cette histoire rocambolesque d'une nostalgie qui de médicale devient homéopathique ne remet donc pas seulement en cause l'hypothèse d'une émotion transhistorique, naturelle à l'espèce humaine, mais aussi l'idée foncièrement nostalgique que nous aurions en nous un sentiment d'identité unitaire et stable, ou, a fortiori, qu'il y aurait une identité française essentielle et ancrée dans le pays et son clocher, et qui préexisterait tout contact avec l'autre. Les sciences sociales des émotions, et en particulier l'histoire, ont vocation à jouer les troublions et à maintenir un cap critique. Merci.